Congo Avenir. Nous allons recevoir maintenant le camarade secrétaire permanent, le professeur Emmanuel Ramazani Chadari, pour qu'il puisse donner son exposé. Il est le dernier intervenant. C'est lui qui gère au quotidien le parti. Parler après Thomas Louaka, après Kukonyangi, après Luquin, professeur Auguste Mampouya, Moukouba Chikez, c'est pas facile. D'éminents orateurs et connaisseurs. Mesdames et messieurs, chers camarades distingués invités, à ma qualité de secrétaire permanent du parti, je m'en voudrais, au nom de notre chef du parti, de ne pas vous souhaiter la bienvenue. On devait faire ça avant. Et vous remercier d'avoir répondu avec promptitude à l'appel de notre parti, le PPRD, et participer avec effet à cette activité, une matinée politique conforme à nos statuts, en vue de célébrer le 23e anniversaire de notre parti. Tout en vous souhaitant joyeux anniversaire, c'est pour moi une grande fierté de vous voir à nouveau faire preuve de votre fidélité à notre engagement politique et idéologique. Votre présence dans cette salle concourt justement à la grandeur de notre formation politique. Car pour être grand et demeurer grand sur la scène politique, un parti national comme le nôtre est obligé de demeurer constamment dynamique, vivant et ambitieux. Aussi, voudrais-je profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage au président national du PPRD, son Excellence Joseph Kabila Kabange, pour son engagement et sa détermination à faire du parti, en pleine restructuration, une véritable plateforme de rassemblement et d'éveil de la conscience nationale des Congolaises et Congolais, un témoignage de notre engagement patriotique pour un Congo uni, fort et prospère. C'est l'occasion ici, chers camarades, de présenter mes vifs remerciements et sincères félicitations de tous les caucus provinciaux. Caucus provinciaux, ici présents dans la salle, à travers leur président, pour n'avoir ménagé aucun effort pour la réussite de cette matinée. Bravo pour les présidents de la République. C'est grâce à vous, cher président, que cette activité est organisée et nous avons organisé avec vous 4 séances en forme de plénière en vue de préparer ces assises. Encore une fois, merci et bravo. Oui, après ces propos introductifs et protocolaires, le comité pédagogique de cette matinée m'a proposé de donner l'une ou l'autre considération sur la résistance. L'une ou l'autre considération sur la résistance avec un sous-thème intitulé « L'avenir du PPRD en RDC dans ce contexte politique entre la résistance et l'autodestruction instituée ». Alors, s'inscrire à l'école de la résistance et en avoir un modèle ne peuvent être véritablement appréhendés si on ne se met pas d'accord sur le terrain de la sémantique. Après tout, c'est un travail scientifique. De ce qui précède, notre intervention peut donc comprendre 3 petites articulations qui sont un débat de niveau sur le concept parti politique et résistance, en tenant justement compte du degré de connaissance des auditeurs qui sont dans cette salle. Ensuite, discourir sur le choix de modèle de résistance avant d'esquisser un modèle de résistance politique en RDC. Pour le premier point qui fait référence au concept, il y a sans doute d'abord le parti politique, qui était bien développé par le professeur Mampouya. Du fait de la diversité des origines des partis politiques
et de la variété de leurs critères d'identification, les partis politiques ne se prêtent à aucune définition qui soit entièrement satisfaisante. En Sciences Po, on parle déjà de la concurrence des définitions sur les partis politiques, car tout ce qui se nomme parti dans la pratique politique, surtout congolaise, n'acquiert pas nécessairement ce statut en Sciences Po, parce qu'il y a des partis mallettes, il y a des partis familiales, il y a des partis emporte-tout, il y a des partis attrape-tout, il y a des partis politiques, il y a des cercles qui sont confondus aux partis politiques, ou même des groupes de pression qui sont confondus aux partis politiques. Du sociologue allemand Max Weber, dans son ouvrage célèbre que vous connaissez, Le savant et le politique, en passant par d'autres auteurs comme Benjamin Constant, Hans Kelsen et surtout Georges Burdeau, ou encore plus proche de nous, ou bien de notre génération, les juristes Maurice Duverger ou Charles Debache, il a fallu beaucoup de tentatives avant d'aboutir au consensus plus ou moins déclaré sur un certain nombre de critères permettant de caractériser un parti politique. Les politistes ont alors cherché à se doter d'une définition générale qui fait aujourd'hui autorité. Je suis en train de chercher à vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un parti politique. Hein? Vous me suivez? Alors, chercher à se doter d'une définition générale qui fait aujourd'hui autorité. C'est la définition de l'Américain Joseph Lapalombara et son contemporain Weiner, qui présente deux alternatives complémentaires acceptables en Sciences Po. Je n'entre pas dans les détails. Pour Joseph Lapalombara et son compatriote Myron Weiner, le parti politique est avant tout une organisation durable. Ça va? Une organisation durable. C'est-à-dire une organisation dont l'espérance de vie politique est supérieure à celle de ses dirigeants en place. Deuxièmement, une organisation locale. Les pauvres Mampouya a touché sur ça. Une organisation locale à celle de ses dirigeants en place. Une organisation locale bien établie et apparemment aussi durable, entretenant des rapports réguliers et variés avec l'échelon national. Si nous avons les organes centraux, qu'est-ce qu'on peut avoir à la base? Les organes locaux. Et il y en a au PPD. En commençant par les provinces, nous avons quoi? Si nous avons le secrétariat général au sommet, à l'échelon national, qu'est-ce que nous avons à l'échelon provincial? C'est le secrétariat exécutif provincial. Alors, au niveau le plus bas, nous avons les communes, nous avons les quartiers, nous avons ceci. Alors, ce niveau-là entretient des relations avec le niveau national. Et ensuite, on ajoute organisation durable avec une organisation locale. Mais on ajoute une organisation ayant la volonté délibérée de ses dirigeants nationaux, et locaux de prendre et d'exercer quoi? De prendre et d'exercer les pouvoirs, seuls ou avec d'autres. Vous comprenez? La Palombara dit organisation des hommes et des femmes hiérarchisés au niveau national et au niveau local, dont l'objectif principal est de prendre et d'exercer le pouvoir seul ou avec d'autres. C'est pourquoi nous avons l'FCC ici. Et dans les soucis de rechercher le soutien populaire. En insistant à la fois sur les critères de l'organisation et de la finalité, cette définition rend mieux compte de la réalité qu'un parti cherche à décrire.
Les partis politiques n'est donc pas à confondre à un groupe de pression, à un club d'amis, à une société secrète ou à des comités électoraux intermittents. Non. Les partis politiques se sont institutionnalisés et s'imposent désormais comme des acteurs primordiaux de la vie politique et pouvant se former librement avec une organisation et un fonctionnement différenciés. Alléluia. Alors, est-ce que le PPD est donc un parti politique? Oui. Ah oui, c'est un parti politique. Il suffit seulement de calquer à la compréhension consensuelle de la définition de Jacques Lapalombara pour s'en rendre compte. Il a d'abord dit que un parti, c'est une organisation. Est-ce que le PPD est une organisation? Oui. Une organisation durable. Est-ce que le PPD est une organisation durable? Oui. Parce que, en ce temps ici, nous sommes en train de fêter et célébrer son 23e anniversaire. Donc, c'est la durabilité. Est-ce qu'il y a des organisations locales? Oui. Le PPD a des organes locaux. Est-ce qu'il existe des rapports réguliers et variés entre l'échelon national et l'échelon local? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a la volonté délibérée de ces dirigeants de prendre et d'exercer les pouvoirs démocratiquement? Oui, c'est notre objectif primordial, car c'est la vocation primaire de tout parti politique. Est-ce que le PPD recherche un soutien populaire? Oui, parce que nous le sentons à travers les résultats électoraux après 4 cycles électoraux. Quelqu'un a parlé de 3 ici. C'est 4 cycles. Kabila a organisé les élections en 2006. Et puis en 2011. Et puis en 2018. 4e, c'est quoi? Le référendum constitutionnel. C'est aussi un cycle électoral. Donc après 4 cycles électoraux. Bref, le PPD est un parti conforme même à la loi congolaise du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques à son article 2 qui stipule au terme de la présente loi, le pauvre Mampouya l'a déjà dit, il faut entendre par parti politique une association de personnes physiques. La Palombara lui parlait seulement une organisation. Maintenant ici, la loi congolaise détermine, ce sont des personnes physiques, pas morales, personnes physiques. De quelle nationalité? Nationalité congolaise, qui se partagent la même idéologie, même projet de société, peu importe la compréhension, en vue de conquérir et d'exercer démocratiquement et pacifiquement quoi? Le pouvoir d'État. Donc même la loi congolaise finalement a donné une définition d'un parti politique qui est conforme en Sciences Po et conforme à tous ces pairs qui nous ont donné les définitions il y a plus de 50 ans. Visant la conquête du pouvoir, les partis politiques, le prof l'a dit, je ne sais pas si vous l'avez suivi, les partis politiques ne sont pas épargnés d'un lot important de critiques acerbes par des chercheurs et même par la communauté entière. On critique les partis. En effet, les partis ont souvent été accusés de diviser la population. Le prof l'a dit, non? Diviser la population plutôt de contribuer à son unité. Les partis politiques n'agrégeraient que les intérêts d'une partie de la population contre les intérêts d'autres partis, et même agrégés par les partis adverses. Ou encore, selon les critiques des marxistes et de sociologues radicaux, les partis au gouvernement prétendent protéger les intérêts de l'ensemble de la population, mais ne représentent que l'ensemble de leurs intérêts ou de la classe dominante. Par exemple, ici, un parti de l'Union sacrée, que je ne cite pas, qui est au pouvoir, est-ce que ces partis représentent les intérêts de la population? Non. Ils représentent leurs propres intérêts. C'est parmi les critiques. Les partis politiques ont aussi été accusés de ne représenter que les intérêts de leurs adhérents
et de leur organisation au détriment de ceux de l'ensemble de leurs électeurs. Beaucoup de citoyens, et c'est très important, ont le sentiment que Bote Maman Mouké PPRD Mouyombozi PPRD Mouyombozi PPRD Mouyombozi. Merci beaucoup Tokyo Fan. Au nom du président national du PPRD, Joseph Kabila Kabange, et de concert avec le secrétaire permanent de notre parti, Ramazani Chadari, je voudrais d'entrée de jeu remercier tous les camarades qui ont répondu favorablement, volontiers à l'invitation du secrétariat permanent. Il le fera davantage, le secrétaire permanent. Je voudrais d'entrée de jeu aussi, avec plaisir, avec grand plaisir, noter la présence de nos camarades du Front commun pour le Congo. Parce que par leur présence, nous honorons le souhait ardent du président national qui avait, dès le départ, il y a quelques semaines déjà, souhaité que nous ne soyons pas dans une attitude festive, mais il avait souhaité que nous puissions organiser un séminaire scientifique avec la présence de nos amis du FCC. Chers camarades, merci beaucoup. Le secrétaire permanent aura l'occasion, je le connais, il ne manquera pas de les remercier davantage. Merci aussi aux orateurs, surtout celui qui n'est pas du PPRD, le professeur émérite Augustin Mampouya. « 23 ans après le PPRD, je vous prendrai tous 5 minutes, 23 ans après, je vais user de l'allégorie des anniversaires de mariage. Bouti Obalana, Feti Ebele, Marambo Ebele, une année de mariage, c'est ce qu'on appelle les noces de coton. 5 années après, ce sont les noces de bois. 10 années après, les noces, pas noces, les noces d'étain. 15 années après, c'est les noces de cristal. Et 23 ans après, nous avons affaire à quoi? Nous, PPRD. Dans cette allégorie du mariage, des anniversaires de mariage. 23 ans après, mais c'est un mariage entre Nani et Nanani. C'est un mariage entre le PPRD et le peuple, n'est-ce pas? Un mariage entre le PPRD et le peuple congolais. Un mariage entre Joseph Kabila Kabange et le peuple congolais. Un mariage entre Joseph Kabila et nous, ses camarades du PPRD. C'est ce qu'on appelle le noce, si je ne m'abuse, le noce de Béryl. Noce de Béryl. Sur beaucoup ici, 23 ans, il y a mariage. Et j'ai mené une petite recherche sur la toile, c'est pas si compliqué. Que dit-on du noce de Béryl? D'abord, le béryl est une famille de gemmes, c'est-à-dire de pierres précieuses, assez rares, dont l'aiguille-pierre marine, qui est souvent utilisée en joaillerie pour sa couleur bleue, symbole. Le béryl est le symbole de fidélité. Natangi.
C'est le symbole de fidélité. Vous soulignez fidélité. Appelé joyau de sirène. Un autre commentaire dit ceci. Parce qu'aujourd'hui, 23 ans, c'est de mariage entre le PPRD et le peuple congolais. C'est 23 ans de noces de béryl. Et on dit le béryl avec sa clarté, après la fidélité. On dit le béryl avec sa clarté et sa diversité de couleurs, le bleu, le jaune, le rouge, et que sais-je encore, symbolise l'évolution et la profondeur. L'évolution et la profondeur de l'amour dans le mariage. L'évolution et la profondeur de l'amour entre le PPRD et le peuple congolais. De l'amour entre Joseph Kabila et son peuple. Merci. Un autre commentaire dit ceci. Le béryl, aujourd'hui c'est le noce de béryl. Le béryl symbolise la solidité, 23 ans après, la solidité de votre relation, la relation entre Joseph Kabila et le peuple congolais, et la transparence de votre amour après tant d'années partagées. Après tant d'années partagées, bien avant le PPRD, après le 26 janvier 2001, jour de la prestation de serment du président national du PPRD, après la création du PPRD, jusqu'à ce jour, c'est la transparence dans la relation avec le peuple et la profondeur ainsi que la fidélité. C'est ce que j'ai retenu. Profondeur, fidélité dans l'amour. Un autre auteur définissant le noce de béryl dit que une autre de ses caractéristiques, donc d'autres caractéristiques de ce noce, c'est l'endurance, la résilience. PPRD, viva! L'endurance, la résilience. Qui n'a pas été résilient depuis quelques années, qui se mettent debout? Qui n'a pas été résilient? Un véritable PPRD pur sang. Qui n'a pas été résilient? Donc après 23 ans, à l'occasion des noces de béryl, on dit que la caractéristique c'est l'endurance, la résilience et l'amour, la persévérance et la sérénité. La persévérance, quel que soit le contexte atypique, difficile. Persévérance en tant que démocrate. Persévérance pour reconquérir le pouvoir par la voie démocratique. Rien que par la voie démocratique. Voilà. Et donc par cette allégorie des anniversaires du mariage, je voulais rappeler quelques caractéristiques de notre cher parti. Rien de tel, dit un autre auteur, rien de tel qu'un bon vieux béryl, la fameuse pierre. Rien de tel, je reprends, qu'un bon vieux béryl pour incarner la beauté et la résilience d'un mariage qui a survécu à 23 ans de haut, de bas et de tout ce qui se trouve entre les deux. Le PPRD a connu des hauts et des bas, mais il demeure résilient dans l'endurance, dans la transparence pour atteindre son objectif noble en tant que parti politique, c'est-à-dire reconquérir le pouvoir par la voie démocratique. Et l'exemple, le modèle de cette résilience pendant 23 ans, de cet espoir pendant 23 ans, des hauts et des bas, c'est pas seulement entre le PPRD et le peuple, c'est pas seulement entre le peuple, entre Joseph Kabila et le peuple, c'est aussi entre nous. C'est aussi, je termine par là, chers camarades, c'est aussi 23 ans de camaraderie entre le secrétaire permanent
Emmanuel Chadari, à qui j'invite qu'il se mette debout. C'est aussi 23 ans. Merci. C'est aussi 23 ans de camaraderie entre Aubin Minakou, vice-président du parti aujourd'hui, et Emmanuel Chadari, secrétaire permanent. C'est aussi 23 ans de mariage entre tous les camarades que vous voyez là, avec les hauts et les bas, de mariage politique, de mariage d'action politique. Évidemment, pas autre mariage, hein, encore qu'on est deux hommes. Et donc, parmi nous tous, sachant qu'aujourd'hui c'est 23 ans, noces de Béryl, mais c'est aussi 23 ans dans nos relations réciproques. J'ai dit et je vous remercie. Applaudissez pour les camarades lucains. C'est un honneur pour moi de prendre la parole dans cette manifestation pour vous donner le bilan de 23 ans d'existence du PPRD. Pour cela, je tenais à remercier le camarade vice-président et les camarades secrétaires permanents qui ont voulu que je participe à cet exercice. Lorsqu'on grandit, on fait un examen. Je suis venu d'où? Je suis où? Et je pars où? Le 31 mars 2002, un enfant naissait en République démocratique du Congo dans l'espace politique. Cet enfant, on lui attribua un nom du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en cycle. Et le PPRD n'est pas venu au hasard. Le PPRD a un initiateur qui est le camarade Joseph Kabila Kabange. Il est donc inadmissible de parler du bilan du PPRD indépendamment du bilan de son président national qui est le camarade Joseph Kabila Kabange. Donc le bilan du PPRD est collé au bilan du président national, le camarade Joseph Kabila Kabange. Le camarade Joseph Kabila Kabange prend le pouvoir en janvier 2001 dans un contexte spécial, un contexte exceptionnel. Et jeune qu'il était, le président Joseph accepta le lourde responsabilité de conduire le pays qui était presque inexistant. Quand le camarade Joseph prend le pouvoir, le Congo était divisé. La République démocratique du Congo n'existait que des noms. Il y avait 4 gouvernements parallèles. Il y avait 4 armées. Il y avait 4 administrations. Mais le président Joseph Kabila, lors de sa prestation de serment, prend les engagements avec le peuple congolais. Il promet au peuple congolais qu'il va réunifier le pays, qu'il va pacifier le pays, qu'il va démocratiser le pays et qu'il va améliorer le social du peuple congolais. Pour matérialiser ces engagements, le camarade Joseph Kabila opte pour le dialogue. Il fallait mettre les Congolais autour d'une table, discuter des questions du Congo pour que chacun puisse donner ses frustrations, les motivations l'ayant poussé à prendre les armes contre la patrie. On avait un gouvernement dirigé par Jean-Pierre Bemba, un gouvernement dirigé par Azarias Ruberwa, un gouvernement dirigé par Nyamwisi et un gouvernement à Kinshasa. Avec sa sagesse,
son intelligence, son savoir-faire, le président Joseph Kabila décida de mettre tout le monde autour d'une table pour la paix, pour l'unité de ce pays. C'est ce qui sera fait en Afrique du Sud. Vous pouvez vous poser la question pourquoi on n'avait pas tenu ce dialogue au Congo. Il fallait restaurer la confiance entre le parti. Qui pouvait accepter de venir à Kinshasa pour discuter alors qu'on était rebelles? Qui est ces membres du gouvernement de Kinshasa qui devraient accepter d'aller se réunir à Goma ou à Badolité? C'est comme ça qu'il fallait trouver un terrain neutre, là où tout le monde se sentirait à l'aise. Et à l'issue de ces assises, sortira la signature d'un accord que l'on qualifie de l'accord global et inclusif, ou l'accord de Sun City, là où toutes les parties prenantes, tous ceux qui avaient pris les armes, accepta de rentrer à Kinshasa, travailler ensemble avec le président Joseph Kabila pour que la paix revienne, pour que le pays soit réunifié. Et le président Joseph Kabila, pour raison de paix, pour sa passion à la République, accepta une formule inédite. Une formule qui n'a jamais existé dans l'histoire politique de l'humanité. Un président de la République avec 4 vice-présidents accepta d'être le commandant suprême d'une armée issue de 4 branches. Le militaire issu du RCD, le militaire issu du MLC, le militaire issu du RCD-KML de Moussa-Yamoussi et le militaire qui était à Kinshasa. Et vous n'avez jamais entendu Joseph Kabila se plaindre. Il a géré et les belligérants et l'armée. Et Joseph Kabila constitua ce gouvernement qui avait pour mission de préparer les institutions qui seront issues des élections. Pour arriver aux élections, il fallait un idéal. L'idéal, c'était avoir le texte fondateur du pays, qui est la Constitution. Le gouvernement avait pour mission d'exécuter les décisions qui étaient décidées à Sun City, et le Parlement avait pour mission de préparer le projet de la Constitution. L'avant-projet devrait sortir du Sénat. C'est comme ça que le Sénat avait constitué une commission qui s'était réunie à Kisangani avec les autorités congolaises, avec les personnalités congolaises, même si aujourd'hui on a voulu changer l'histoire. Et le 18 février 2006, le président Joseph Kabila promulgua la Constitution qui marque une nouvelle ère dans la gestion de la République. On passe de la Deuxième République, qui a connu une longue transition qui n'a jamais existé au monde, à la Troisième République. Premier bilan de Joseph Kabila, il a unifié le pays, il a pacifié le pays en acceptant que tous ceux qui avaient les armes viennent à Kinshasa pour l'intérêt de la République. Mais si aujourd'hui les gens vous trompent, ils vous disent que non, Joseph Kabila veut balkaniser le pays. S'il avait voulu balkaniser le pays, il allait le faire en 2002, en 2001, parce qu'il n'avait aucun intérêt de demander à ce que les autres viennent, qu'ils partagent le pouvoir qu'il avait seul. Un président avec 4 vice-présidents, le belligérant, tous ceux qui avaient les armes, il les a contenus à Kinshasa, sans dégâts, sans se plaindre, sans accuser les gens. À la différence avec les autres qui ne respectaient pas leurs engagements. Le président Joseph Kabila est resté le modèle de respect de ses engagements. Et ce bilan, ce n'est pas un enseignement, c'est un rappel pour les adultes de 2002 et une information pour les jeunes qui ont été trompés par les mensonges des politiciens congolais. Et vous devez retenir 4 éléments dans le bilan de Joseph Kabila Kabange. Sur le plan politique, sur le plan sécuritaire, sur le plan législatif, sur le plan économique et sur le plan culturel. Donc le bilan va s'articuler autour de ces 5 piliers. Le plan politique, le plan sécuritaire, le plan économique, le plan législatif et le plan social et culturel.
Sur le plan politique, qu'est-ce que Joseph Kabila a fait dans ces pays? Il a promis la paix. Il a promis la réunification du pays. Il a promis la démocratie. On ne peut pas parler de la démocratie lorsque le pouvoir ne revient pas au peuple. Kabila décide de remettre le pouvoir au peuple, le pouvoir qui était confisqué par quelques groupes, quelques individus. Tout se faisait par nomination. Les députés nommés, les sénateurs nommés, les bourgmestres nommés, tout le monde était nommé. Et le peuple n'avait pas un mot à dire. Mais Joseph Kabila décide de remettre le pouvoir au peuple. C'est comme ça que, pour matérialiser cette promesse de la démocratisation de ce pays, Joseph Kabila organise les élections générales en 2006. L'élection présidentielle, les élections législatives, les élections provinciales qui avaient conduit à la mise en place du Sénat et des assemblées et des gouvernements provinciaux. Et la particularité dans cette élection, Joseph Kabila a gagné au second tour pour prouver à la face du monde que c'est un véritable démocrate. Il a voulu que son pouvoir vienne du peuple. S'il était dictateur comme les autres, on allait le proclamer au premier tour avec 80%. Mais lui n'a pas fait ça. Il a voulu avoir la légitimité du peuple. C'est comme ça qu'il est allé au second tour et il a gagné ses élections haut le main. La Constitution, c'est son œuvre. C'est lui qui a signé parce que jusqu'à preuve du contraire, il y a la signature de Joseph Kabila. Et c'est lui le premier à respecter cette Constitution sur toute la ligne. Dans la Constitution, sur le plan politique, il y a la réorganisation politique, la réorganisation territoriale. Toutes les constitutions qui se sont succédées dans ces pays avaient prévu plusieurs provinces que 11 que nous avons en 2006. Mais tous les dirigeants datant n'ont pas réussi à installer toutes les provinces constitutionnelles. On a essayé l'expérience en 1980, dans les années 80 avec le Kivu. On a scindé le Kivu en trois, Nord Kivu, Sud Kivu et le Maniema. Et ça s'était arrêté là. Mais Joseph Kabila, pour la première fois, réorganise le territoire en rendant effective la volonté du peuple congolais exprimée dans la Constitution qui a voulu que la République puisse avoir 25 provinces plus la ville de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons 25 provinces plus la ville de Kinshasa, l'œuvre de Joseph Kabila Kabange. Là où tout le monde a échoué, lui a réussi. Il ne s'était pas limité là, sur le plan politique, pour la démocratisation. Il a laissé le champ libre d'avoir le parti. Et la République démocratique du Congo est le premier pays au monde qui a plus de 1500 partis politiques. Grâce à la volonté de Kabila, de la démocratisation, il a laissé tout le monde de vouloir adhérer dans un parti ou de créer un parti selon sa volonté. L'œuvre de Joseph Kabila Kabange. Il organise dans l'espace de 12 ans cycles électoraux. Et la particularité des élections de 2011 et de 2018, en 2006, les élections étaient organisées par les partenaires à 90%. Le Congo n'avait contribué qu'avec 10%. Or, celui qui donne, c'est celui qui impose. Accepter que les élections soient organisées par les partenaires, c'est accepter également que les partenaires puissent vous imposer leurs lois. Et Joseph Kabila, en tant que panafricaniste, en tant que nationaliste, l'intérêt de la République devrait être à l'avant-plan. En 2011, il change la donne. Les élections qui étaient organisées à 90% par le partenaire, en 2011, la République démocratique du Congo contribue avec 90% du budget des élections. Et le partenaire vient qu'avec 10%, ce qui n'est pas le cas en Afrique centrale. En 2018, il organise les élections avec le fonds à 100% des Congolais. Tous les pays qui nous entourent n'ont jamais organisé les élections avec leurs propres moyens. Il y a toujours l'œuvre de partenaires. Mais Joseph Kabila, en tant que nationaliste, a voulu que la souveraineté soit respectée. Il a fourni l'effort pour qu'on organise les élections avec les moyens propres des Congolais. Et une autre particularité de cette élection, c'est pour la première fois en Afrique centrale qu'un président de la République organise les élections sans qu'il ne soit lui-même candidat. En Afrique centrale, tout le monde qui est là n'a jamais organisé les élections sans être candidat. Et Joseph Kabila l'a fait.
PPRD viva. Ça, c'est sur le plan politique. La politique est toujours accompagnée par la justice. On ne peut pas parler de la politique sans parler de la justice, qui est un pilier important dans la vie d'une nation. La Constitution de la République, les constitutions, pas la Constitution, les constitutions de la République de 60 en 2006 prévoyaient toujours des ordres de juridiction. Les juridictions de l'ordre administratif et les juridictions de l'ordre judiciaire. Mais jamais ils avaient réussi à faire ça. Il fallait attendre l'arrivée de l'architecte de la République, le camarade Joseph Kabila, pour que nous ayons les désordres de juridiction avec la Cour constitutionnelle. Et aujourd'hui, nous avons la Cour constitutionnelle, nous avons le Conseil d'État, nous avons la Cour de cassation. Nous avons les cours d'appel installées dans toutes les 25 provinces, puisque la ville de Kinshasa, il y en a 2. Mais depuis que Kabila est parti, on n'a jamais installé une seule juridiction. On devrait continuer avec les juridictions de l'ordre administratif, dont les cours administratifs d'appel. Comme Kabila est parti et tout s'est arrêté. Sur le plan sécuritaire, Joseph Kabila ne trouve pas une armée. Imaginez-vous, le Congo est divisé en 4 morceaux. Avec 4 armées, il arrive, grâce à son intelligence, à sa sagesse, à son savoir-faire, il met autour d'une table et l'accepte. Quand on vous ment, non, Kabila fait le mixage, le brassage, ce n'était pas la décision de Joseph Kabila. C'est la décision qui a été prise par toutes les composants, toutes les couches de la population représentée à San City. Ils ont décidé que les armées qui étaient pour les militaires qui étaient pour Jean-Pierre Bemba, pour Ouassarias, pour Boussanya Moussi et les militaires qui étaient à Kinshasa puissent être fusionnés pour mettre fin à la guerre. C'est ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, dans les discours de ceux qui n'ont pas de bilan, on vous dit que non, nous avons la traîtrise dans l'armée parce qu'il y a mixage et il y a brassage. C'est faux, un faux fouillant. Ce sont les incapables qui ont échoué de gérer l'armée. Et l'ANER a laissé la DGM suffisamment organisée, équipée et qui fonctionnait de manière exceptionnelle. Et on ne peut pas avoir la politique parce que nous avons les institutions politiques, nous avons le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons le Parlement et nous avons la justice. Donc nous avons parlé de la justice. Il laisse 1,8 milliard dans la caisse de l'État le jour qu'il passait les commandes. Le secteur éducatif était parmi les priorités de Joseph Kabila. Avant Joseph Kabila, les taux d'analphabétisation étaient très élevés. Il n'y avait pas d'école dans la plupart de nos villages. C'est comme ça que les enfants qui vivaient dans les milieux ruraux étaient sacrifiés. Mais avec l'arrivée de Joseph Kabila, c'est là où nous devons applaudir fortement pour le camarade Macaire. Quand il était le ministre de l'EPSP, il a signé beaucoup d'arrêtés d'agrément des écoles. Et aujourd'hui, nous avons les écoles dans tous les villages de la République démocratique du Congo. Et cette situation a été accompagnée par la réhabilitation et la construction de nouvelles écoles. Et l'enseignant, en 2002, touchait l'équivalent de $28 et il touchait ça après 6 à 7 mois. Mais quand le président Joseph Kabila arrive, il a ramené le salaire à plus de $100 et il n'avait pas un seul mois d'arriéré quand il laissait le pouvoir. Les universités étaient presque inexistantes. Il n'y avait que quelques universités. Dans l'espace Kassai, il n'y avait aucune université. Au Katanga, une seule. Et partout ailleurs, tout le monde devait quitter sa province d'origine, soit aller à Kinshasa, à Kisangani ou à Lubumbashi. En 2011, il n'y avait pas plus de 15 universités publiques. Le professeur était à moins de 500. Mais quand le président Joseph Kabila part en 2018, il a laissé les universités dans toutes les provinces. Les professeurs, ils sont partis de 500 à 3500 et ils touchaient l'équivalent de $2000. Aujourd'hui, les $2000 n'existent pas. Nous qui sommes professeurs, nous touchons l'équivalent de 3 880 qui représente $1335 au lieu de 2000 que Kabila a laissé avec les professeurs. Les taux d'inflation, comme il n'y avait pas d'économie, entre le marché, les taux officiels
et le taux parallèle, la différence était de 180%. Donc vous prenez les dollars à 10 000, vous allez vendre ça à 20 000. Et c'était chaque jour qu'on avait 2 à 5% de hausse. On ne pouvait pas garder les francs congolais à la maison. Mais à l'époque de Kabila, on a stabilisé les francs congolais et tout le monde était fier de garder les francs congolais chez lui. PPRD viva. Pour conclure, camarades jeunes, c'est vous qui constituez aujourd'hui la majorité de notre parti. On vous a beaucoup menti. On vous a beaucoup désorienté. Aujourd'hui, nous avons fait une petite synthèse. S'il fallait parler du bilan de Joseph Kabila, on allait faire 3 journées ici. Mais ce que vous devez retenir que Kabila a trouvé 14 milliards de dollars de crédit et nous étions parmi les pays les plus pauvres et plus endettés. Mais grâce à sa façon de gérer les deniers publics, face à sa façon de gérer l'argent, il s'était donné la discipline et honoré ses engagements. C'est comme ça qu'on a effacé la dette. Mais 6 ans après, nous sommes à 14 milliards encore. Retenons, chers camarades, retenons que Joseph Kabila est l'architecte de la République démocratique du Congo. Et je vous remercie. Bravo. Congo Avenir.